Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de PAP.fr. L'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on ouvre un débat sans filtre parce que la crise du logement ne permet plus les discours polis. Chute du neuf, loyer sous tension, rénovation énergétique qui patine, mal logement qui explose. Le secteur entier avance dans le brouillard alors que les besoins, eux, s'aggravent. Pour en parler, 3 invités aujourd'hui sont avec moi. Jean-Philippe Dugoin-Clément, il est vice-président de la région Île-de-France en charge du logement. Il est porte-parole de l'UDI et maire de Mennecy. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. On a également le plaisir d'avoir avec nous Corinne Bérec. Elle est vice-présidente du réseau Orpi. Bonjour Corinne. Bonjour Marc. Et enfin Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta. Bonjour Norbert. Bonjour Marc. Alors, je commence avec vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Chaque année, la région Île-de-France annonce des objectifs de construction très ambitieux, mais dans les faits, la crise du mal-logement, elle progresse. Où sont les résultats concrets et surtout où est le pilotage transparent des financements publics ? Les financements publics, ils sont multiples parce qu'on est dans un pays où tout est éclaté. En Île-de-France, les objectifs sont fixés par la loi. C'est la loi dite de Métropole du Grand Paris, votée sous Nicolas Sarkozy, qui fixe un objectif de 70 000 logements par an. La région, dans le cadre de ses compétences, c'est ce qu'on a appelé le SDRIF, le schéma directeur d'aménagement, reprend cet objectif de 70 000 logements et fixe des taux d'intensité dans les communes qui ont des centralités, qui ont des gares, qui permettent la réalisation de cet objectif. Ensuite, la construction de logements et l'acte de construire, il va dépendre concrètement de 2 choses. 1, la délivrance et le portage des permis de construire et des aménagements qui relèvent des communes ou des agglomérations. Et il va dépendre par ailleurs de la réalité économique où aujourd'hui en Île-de-France comme dans beaucoup d'autres régions, nous sommes dans une situation économique extrêmement tendue, plantée, diraient certains, alors qui commence à reprendre un petit peu dans l'ancien, mais dans le neuf, pas encore véritablement. Et donc, c'est toute la question aujourd'hui des besoins d'évolution réglementaire et législative pour pouvoir assouplir les réglementations, pour pouvoir redonner un intérêt à l'acte de construire, pour pouvoir politiquement soutenir, porter l'acte de construire. On est à 4 mois des municipales. Tous les maires qui sont candidats aujourd'hui, et c'est mon cas, se font agonir d'injures au motif que c'est des maires bétonneurs, des salopards écocides lorsqu'ils n'ont pas refusé des permis de construire ou qu'ils ont accepté des projets de construction. Donc on a aussi besoin d'avoir ce portage politique qui soit assuré. Mais est-ce que les nouveaux logements, ils sont aujourd'hui pour les plus modestes? C'est une question qu'on se pose aussi beaucoup. Alors, Est-ce qu'ils vont vraiment vers les plus modestes ? Nous fixons un objectif sur la production de logements en Île-de-France de 2/3 de logements accessibles. Quand on parle de logement accessible, c'est le logement social traditionnel, c'est le logement intermédiaire, c'est l'accession sociale à la propriété, c'est le bail réel solidaire, ce qu'on appelle le BRS, c'est l'ensemble de ces dispositifs. Après, nous avons en Île-de-France, comme dans l'ensemble du pays, une sous-production par rapport à ce qui serait nécessaire en termes de logements neufs. On a la mise en place de l'application des réglementations sur les DPE qui contribuent à sortir du marché locatif une partie du parc du logement et donc à accroître les tensions. Et puis aussi, si on va au bout du bout, un certain nombre de lourdeurs, un certain nombre de réglementations non encore prises en compte ou développées. On pense notamment à la question du statut du bailleur privé qui n'incite pas à remettre sur le marché du logement. Mais on souffre d'une part d'avoir trop peu de logements qui sortent, globalement, et d'avoir des prix de sortie de logement trop élevés pour faire face à la crise du logement. Quand on parle de l'Île-de-France, c'est 12 300 000 habitants, c'est 4 millions de mal logés. Quand on parle de pouvoir d'achat dans ce pays, et on nous explique que le pouvoir d'achat est le premier des combats, personne ne parle du logement, alors que le logement, c'est plus d'1/3 des dépenses captives des ménages français, et pour des ménages populaires ou classe moyenne inférieure, ça peut être jusqu'à 40-50% des dépenses qui sont liées directement ou indirectement
directement au logement. Et donc ne pas traiter la question du logement, ne pas promouvoir la production de logements aujourd'hui, c'est faire acte antisocial et c'est mener une politique antisociale par nature. Tiens, on va parler un petit peu du logement étudiant également, puisque on voit des loyers de 360 à 320 à plus de 700 euros pour 14 à 16 mètres carrés. Est-ce que ça correspond vraiment à ce bouclier social revendiqué par la région ? La région Île-de-France est la seule région dans le cadre de laquelle nous avons obtenu par voie dérogatoire, dans le cadre d'une signature avec le préfet de région Île-de-France, le fait de pouvoir avoir des financements sur des logements étudiants qui soient classifiés sociaux, ce qu'on n'a pas dans d'autres régions. Donc on a été, grâce au travail fait en commun avec les services de l'État, plus loin qu'ailleurs, puisque nous avons de manière dérogatoire pu enclencher des financements PLAI plus au-delà des seuls PLS. Ensuite, la question du logement étudiant, c'est aussi le nombre de productions. Cette année, malgré les coupes budgétaires, et c'est un autre débat, que subit la région, comme l'ensemble des collectivités, le budget de l'État aujourd'hui est planté, mais enfin, la première version du budget Bayrou-Lombard, c'était jusqu'à 7 milliards d'économies sur les collectivités. C'est-à-dire que c'est empêcher les collectivités de venir investir. Malgré cela, en Île-de-France, cette année, on a réussi à débloquer 20 millions d'euros pour soutenir le logement au travers de 10 millions sur la rénovation thermique et 10 millions sur le logement étudiant. C'est un peu plus de 2000 logements étudiants en création qui sont malgré tout financés dans un contexte de restrictions budgétaires absolument effroyable qui nous oblige, alors même qu'on devrait faire plus, à devoir faire moins. Corinne Berec, est-ce que le marché de la location est encore piloté par les professionnels ? Alors bien sûr, les agents immobiliers pilotent le marché, les professionnels, et puis Orpi en particulier, puisque en Ile-de-France et Paris, nous avons 263 points de vente, dont la majeure partie fait de la location, donc on peut dire qu'on pilote le marché. En revanche, plutôt, avant de parler de pilotage, il faudrait surtout parler de ce qu'amènent les professionnels. Je pense que les professionnels amènent des garanties aux locataires. On est là pour s'assurer en fait que on leur demande un dossier en fait et pas plus qui correspond aux demandes et puis pas plus que ce qu'on est en droit de leur demander. Et puis on assure également aux bailleurs une tranquillité. Parce que ce que veut le propriétaire, lui, c'est être payé. Alors, dans le cadre de l'élargissement de l'offre chez Orpi, on est maintenant assureur et on assure une GLI à nos propriétaires. Donc, bien sûr, je pense que c'est important. Et puis, il faut noter que les agences sont les meilleurs garants du respect de la législation. Et ça, c'est important parce que les annonces des agences immobilières, les DPE sont respectées, l'encadrement est respecté par rapport parfois à des annonces dans le particulier où on dépasse, où on peut faire petit peu n'importe quoi. On peut dire qu'on est garant de ce respect de la législation. Un phénomène qu'on voit de plus en plus, c'est les impayés de loyer. Vous avez parlé de la GLI, la garantie de loyer impayé. En France, on a aujourd'hui un foyer sur 30 qui est en situation d'impayé. Est-ce que vous, agence, vous, réseau immobilier, est-ce que vous soutenez un fichier public des mauvais payeurs, par exemple, ou à contrario, côté locataire, une notation ouverte des propriétaires? Alors, je trouve que ça n'a pas de sens. Alors, un fichier des mauvais payeurs, on l'inscrit pour combien de temps? Pour 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, à vie? Je trouve que plutôt, il faudrait prendre le problème à la source et surtout rééquilibrer, en fait, le poids du locataire et le poids du propriétaire. Parce que le constat, c'est que on a vraiment une grosse crise du logement, on en parlait, que le régime de notre président a tué les investisseurs et en fait qu'on a des lois qui sont vraiment en faveur des locataires et puis qu'on a stigmatisé les propriétaires, ce qui fait qu'on n'a plus d'investisseurs. Et on parle de Paris et d'Île-de-France. À Paris, il y a 300 000 logements vacants. Et je crois que c'est 415, 416 000 avec la région, avec l'Île-de-France. Donc, malheureusement, on a stigmatisé les propriétaires qui ne louent plus. Et c'est un non-sens. Donc, plutôt qu'un fichier, prenons le problème à la source. Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, promoteur. Est-ce que justement le promoteur est devenu aujourd'hui un illusionniste pour écouler les invendus?
Est-ce que vous avez... Merci pour la question. Je ne sais pas que j'étais magicien, M. Ezrati. Mais d'abord, on parle un peu de Chute du Neuf, là. Mais je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation et de la présence de Jean-Philippe Dugoin-Clément, parce que des hommes politiques au niveau national ou au niveau régional qui défendent la construction, oui, mais il y a aussi une dimension nationale dans Jean-Philippe à travers son parti. N'oublions pas que Valérie Létard fait partie du parti et qu'elle a été ministre du Logement. Et je vais dire une des meilleures des 5 dernières années, parce qu'effectivement, depuis 2017, c'est assez compliqué, la politique des gouvernements successifs du président Macron. Oui, on est d'accord. Mais Norbert, oui. Donc, quand Jean-Philippe parle de construire de maire bâtisseur, moi, j'entends pas ça. J'entends un maire, un homme politique qui parle de croissance. Et je suis un peu fatigué ou déçu qu'on parle de décroissance. On est 6e ou 7e puissance économique du monde, on a tous des enfants, on doit parler de logement, on doit parler de construction, on doit parler, parce que le logement, c'est ce qui fait, alors Jean-Philippe parle effectivement, plus on fera de logements, moins ils seront chers, enfin, soyons un peu bêtes, les logements vacances, c'est une chose, mais plus on donnera de pouvoir d'achat en faisant plus de logements, parce qu'on baissera les loyers, parce qu'on fera de l'accession à la propriété, on fera aussi de l'attractivité économique. On a un débat sur il faudrait repousser les résidences secondaires, repousser les touristes qui viennent en France. Je le redis souvent avec vous, Marc, on a l'un des plus beaux pays du monde et on ne veut pas en profiter, on ne veut pas créer de la richesse là-dessus. Donc je crois que le discours, et je remercie encore Jean-Philippe du débat qu'il porte, et en plus à la région il porte le BRS par une prime, donc je ne réponds pas du tout à votre question, mais je réponds à la question fondamentale, Marc, c'est qu'on est là, on doit faire du logement, il faut défendre les hommes politiques qui le font. On va reparler des maires bâtisseurs, parce que Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous êtes maire de Mennecy, en Seine-et-Marne. Est-ce que ces maires bâtisseurs vont pas être condamnés à ralentir, faute également d'aménagement cohérent du territoire, d'écoles, de services publics, de transport? C'est le problème de la paupérisation des collectivités. Ça fait maintenant 20 ans que l'État transfère de plus en plus de compétences aux collectivités, de manière officielle ou officieuse. La sécurité n'est pas une compétence municipale. Non. Il y a 20-25 ans, très peu de communes avaient des polices municipales. En général, des grosses communes et plutôt marquées à droite. Aujourd'hui, quasiment toutes les communes de plus de 5000 habitants ont des polices municipales, et qu'elles soient de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. Et la question, c'est le nombre de policiers, l'armement ou pas, et les doctrines d'engagement. Donc on est sur des transferts de compétences qui ont été faits de manière larvée. Dans le même temps, depuis 20 ans, et les projets de budget 2026 en sont l'archi-exemple parfait. Bercy n'a cessé de chercher à faire des marges de manœuvre en réduisant les dotations des collectivités. Sur une commune comme la mienne, Mennecy, en 2014, nous avions 2 millions de dotations. On est à 900 000 euros cette année, alors que ma population a augmenté de 20% pendant la même durée. Et donc, l'un des sujets qui se pose pour les communes, y compris lorsqu'on a aggravé le phénomène avec la suppression de la taxe d'habitation, c'est nouveaux habitants égale nouvelles dépenses, et que ces nouvelles dépenses ne sont pas forcément intégralement couvertes uniquement par la taxe foncière, et que de toute façon, ces nouveaux habitants ne permettent pas forcément de financer des équipements pour les anciens. Donc on a un problème budgétaire des communes et des maires, quelle que soit leur sensibilité, pour porter l'accompagnement d'un accroissement de population. On a un problème politique, je ne reviendrai pas dessus, mais l'espèce de discours de haine de l'autre, parce que c'est un discours de haine de l'autre, parce que quand on dit maire bétonneur, c'est dire c'était mieux avant, et c'était dire les nouveaux habitants, c'est forcément des horribles délinquants qui vont venir dégrader la qualité de nos vies, racketter nos fils et violer nos filles. C'est le discours sous-jacent qui est porté généralement par l'extrême droite, qui est aussi porté par une partie de la gauche, qui oublie que c'est les enfants spirituels de Cécile Duflot et qui devrait avoir honte des discours qu'il porte là-dessus. Et puis, au-delà de ça, il y a un troisième sujet qui est un sujet vertueux, mais dont l'économie n'a pas été créée, c'est la logique du zéro artificialisation nette. Ouais. Le zéro artificialisation nette, ça ne veut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'extension. C'est une marche en avant pour qu'il n'y ait plus d'extension urbaine non compensée à 2050, mais ça veut dire qu'on fait du recyclage urbain plutôt que de l'extension sur des terres agricoles, naturelles ou forestières. Le recyclage urbain, c'est plus cher, ça coûte plus long. C'est plus cher et c'est plus long à faire. Et on n'a pas créé les conditions économiques. Norbert Franchon, une réaction. On a sur l'Île-de-France, parce qu'en fait, effectivement, l'Île-de-France, c'est un marché très particulier dans le sens où il y a beaucoup d'accession à la propriété, beaucoup de bailleurs sociaux. Et la partie investisseur privé a jamais été très présente parce qu'on est sur des prix élevés, des rentabilités plutôt faibles. Donc c'est pas quand on compare par rapport au marché français, l'Île-de-France, les deux premiers moteurs, c'est l'accession et le locatif social. Moi, ce que je voudrais rappeler par rapport aux propos de Jean-Philippe, c'est qu'on a aussi
eu une vision un peu doctrinaire, où on avait les moyens d'innover, on a eu les moyens à un moment de faire beaucoup de choses parce que les taux étaient bas, parce que les gens voulaient acheter. Donc on a dit qu'il fallait utiliser plus de matériaux biosourcés, on a rajouté des chartes du logement, on a plafonné les loyers. En Ile-de-France, on a été très très inventif et très innovant. Aujourd'hui, c'est ce qui bloque la construction. Si on n'a pas les moyens de relancer la construction financièrement, si on n'a pas les moyens de se payer un statut de bailleur privé, ce que vous vous rappelez tous les deux, eh bien à ce moment-là, il faut réduire les normes, accepter qu'on fait moins, accepter que le monde a changé, et il faut baisser le coût de travaux. Et pour baisser le coût de travaux, baisser le coût des entreprises, il faut arrêter la RE 2020, arrêter le ZAN, arrêter un DPE punitif, arrêter tout ce qui a été mis en place depuis 2017, comme le rappelait Corinne. Corinne Bérec, justement, les professionnels de l'immobilier, est-ce qu'ils ont encore du poids dans la décision politique ? Alors c'est un vaste sujet, pourtant c'est pas faute d'essayer. Si vous prenez en compte toutes les avancées qu'a fait le CNTGI, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, avec l'appui de Valérie Létard, on a fait bouger les choses. Mais le problème, c'est que Valérie Létard a fait un bon travail. On pense que Vincent Jeanbrun pour être dans cette mouvance et a pris la mesure de la catastrophe. Mais malheureusement, on change de ministre trop souvent pour pouvoir construire. Et là, en fait, on construit et on déconstruit. Malheureusement, on ne construit pas de logement, mais on construit et on déconstruit les lois. Donc malheureusement, ça n'avance pas. Jean-Philippe Dugoin-Clément, le mot de la fin pour vous. Si vous aviez une baguette magique, quelle serait la mesure politiquement incorrecte mais efficace qu'on pourrait prendre pour dans C'est notre un contrat de affaire confiance entre l'État et les maires bâtisseurs. Merci. C'est très clair. Merci à tous les trois pour ce Merci, débat visiblement sans filtre. Et bien tout de suite, on va passer au choix du club. Et aujourd'hui, dans le choix du club, on va parler viager, un marché aussi ancien que l'immobilier, mais qui connaît depuis 2 ans un retour spectaculaire dans un contexte de durcissement réglementaire, de tensions énergétiques et de recherche de nouveaux modèles patrimoniaux. Avec nous en studio, Annie Fousset, elle est mandataire chez Expert Immo, spécialiste de la transaction et du viager et observatrice attentive de ces nouvelles motivations qui poussent les propriétaires vers le viager. Et à distance avec nous, Brigitte Courgeon, elle est fondatrice de CSTENA Formation, l'une des meilleures experts françaises de la pédagogie du viager. Merci à toutes les deux d'être avec moi. Et bonjour à vous. Bonjour Marc. Alors, face aux récentes propositions législatives visant à renforcer la sécurité juridique du viager, estimez-vous que le cadre actuel protège efficacement vendeurs et acheteurs ou reste-t-il encore des failles majeures à combler ? Annie Fousset, on vous écoute. C'est une forme de transaction qui est très réglementée, donc le cadre existe, la nécessité est que les personnes qui pratiquent cette transaction soient formées pour le faire. D'accord. Brigitte Courgeon, votre avis ? Effectivement, le viager, il est quand même régi par le Code civil de 1804. Alors c'est vrai que tout le texte du Code civil peut prêter à rire sur certains de ces articles, mais ceci dit, il existe, le cadre juridique existe, protège aussi bien les acheteurs que les vendeurs, parce que avant d'arriver à la nullité du contrat, il y a d'autres alternatives qui sont proposées également dans le Code civil. Donc oui, effectivement, le viager est très protégé à l'heure où on se parle. Alors, on l'a dit, le viager progresse doucement mais sûrement. Quel doit être, selon vous, le rôle des agents immobiliers aujourd'hui ? Est-ce qu'ils doivent adapter leurs pratiques ou envisager que ce marché nécessite désormais une véritable spécialisation ? Brigitte. Alors oui, le viager, au sens même de la loi Gay, puisque le viager est une vente ordinaire qui est régie par la loi Gay. Ceci dit, elle est quand même complexe et spécifique et demande effectivement une formation accrue.
On ne peut pas se permettre de vendre un bien en viager comme on vendrait un bien classique. On n'a pas les mêmes populations en face. On a des spécificités juridiques, on en parlait à l'instant par rapport au Code civil, mais également par tous les biais cognitifs. La population est une population de personnes vulnérables. On ne fait pas les mêmes choses avec des gens de 80 ans qu'avec des gens de 40 ans, et donc demande effectivement un encadrement et une formation accrue. Alors, avec la loi climat et résilience, certains propriétaires préfèrent vendre en viager plutôt que de rénover lourdement. Est-ce que cette réglementation, elle transforme en profondeur la nature même du marché, Annie Fousset ? C'est-à-dire qu'on vend en viager pour pouvoir avoir des revenus complémentaires, pour pouvoir sécuriser sa fin de vie et avoir les ressources pour la vivre sereinement. Mais le viager permet de sortir un bouquet qui peut être étudié pour faire des aménagements dans le bien occupé par le senior. Ça peut être de la rénovation si besoin, de la rénovation énergétique, mais ça peut être aussi pour régler des problèmes de mobilité, des problèmes d'adaptation du bien pour que la personne puisse occuper toutes les pièces sereinement. On entend souvent le viager trop complexe, trop aléatoire, trop risqué. Qu'est-ce que vous répondez à cela rapidement, Brigitte ? C'est par méconnaissance, je pense. Il y a beaucoup de pédagogie à mettre autour de ça. C'est vrai que l'inconnu fait toujours peur. La nature n'aime pas le vide. Donc, bien évidemment, on y va de ses propres réticences. Maintenant, encore une fois, la vente en viager, ça reste une vente technique qui n'est pas à mettre dans toutes les mains. Il faut bien sûr passer par la phase formation, comme tout professionnel qui se doit. Exercer une profession sans en être formé et en être capable, c'est compliqué quand même. Quelles garanties ou outils permettent réellement de renforcer la confiance des deux côtés ? Annie Fousset. La confiance des deux côtés, crédit rentier et débit rentier ? Oui. Eh bien, c'est-à-dire que c'est un professionnel qui sache donner toutes les informations et qui suive l'évolution du viager, parce qu'on ne conclut pas une vente en viager comme on conclut une vente classique. Il y a tout un travail en amont pour bien expliquer ce qu'est le viager et ce à quoi s'engage le vendeur. Idem pour l'acquéreur par rapport au paiement de la rente mensuelle sans faille, de façon à ce qu'il n'y ait pas une affaire qui doive être cassée. Donc c'est de la préparation et beaucoup de communication en amont de l'engagement. Brigitte Courgeon, plusieurs voix affirment que sans spécialisation stricte, les agents devraient peut-être se désengager du viager. Est-ce que vous partagez cette idée ? Oui, il vaut mieux pas faire qu'on ne sait pas faire. Donc oui, il vaut mieux effectivement que des agents immobiliers se contentent de faire ce qu'ils savent faire pour le mieux, c'est-à-dire les transactions classiques, que plutôt d'aller sur un marché et une vente qui est quand même très technique, avec des complexités et, comme le disait Annie à l'instant, avec un accompagnement que ne fait pas forcément un agent immobilier lambda. Merci Brigitte Courgeon, merci également Annie Fousset pour ces éclaircissements et ce regard très concret sur un marché en mutation. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en replay sur YouTube, sur la page Radio J-Mag. Quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir demain à 16h05 pour un nouveau numéro du Club Imo. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de PAP.fr. L'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace.